ont le plaisir de vous proposer aujourd'hui ce sixième webinaire de la série consacrée à l'alimentation durable. C'est une thématique sur laquelle vous aviez souhaité avoir des informations fiables et d'actualité, et vous pouvez d'ores et déjà retrouver les webinaires précédents en replay sur le site de l'AFDN et de Nestlé NutriPro dédié aux professionnels de santé. Nous allons aborder aujourd'hui plus spécifiquement la question de l'évolution des pratiques alimentaires des Français. En effet, ces dernières années, nous observons des transformations profondes des comportements alimentaires, rapport au temps, à la cuisine, aux produits, aux compétences culinaires, mais aussi aux contraintes économiques, sociales et organisationnelles. Les données récentes montrent notamment une recomposition des pratiques de cuisine, de modèles de consommation et des arbitrages alimentaires qui peuvent avoir un impact direct sur l'équilibre alimentaire et, in fine, sur le statut nutritionnel des personnes. Par exemple, une étude récente montre que près d'un foyer sur deux consacre uniquement entre 1 et 4 heures à la cuisine par semaine. Cette part est en augmentation de 3 points en 3 ans. Et près d'un quart y passe moins d'une heure par semaine, en hausse de 3 points également. Pour nous, professionnels de santé, ces évolutions posent plusieurs questions clés. Comment accompagner des patients dont les pratiques alimentaires s'éloignent parfois des repères nutritionnels classiques? Comment prendre les contraintes réelles du quotidien? Manque de temps, fatigue, budget, charge mentale, perte de compétences culinaires. Et surtout, comment éviter une approche uniquement prescriptive qui risquerait de renforcer les freins plutôt que de lever les leviers. L'enjeu n'est donc pas seulement de constater ces changements, mais bien d'en comprendre les raisons afin d'identifier les freins, les contraintes, mais aussi les opportunités et solutions concrètes à mettre en œuvre dans l'accompagnement de nos patients. C'est précisément dans ce cadre que s'inscrivent les deux interventions d'aujourd'hui. Nous débuterons par Madame Pascale Hézan, qui nous présentera le concept de littératie alimentaire, un concept très développé au Canada, qui permet d'aller au-delà des seules connaissances nutritionnelles pour intégrer les compétences, la compréhension, l'autonomie et le pouvoir d'agir des individus face à leur alimentation. Ce cadre de réflexion apporte un éclairage particulièrement pertinent pour mieux comprendre les comportements alimentaires actuels. Nous poursuivrons avec Aurélie Lebrasseur, qui proposera des solutions pratiques et opérationnelles afin d'intégrer ces nouvelles tendances alimentaires et ces réalités de terrain dans l'accompagnement des patients, avec des pistes concrètes applicables en consultation, repas équilibrés avec peu de temps de préparation, association d'aliments, précarité et étudiants, alimentation type fast-food, etc. L'objectif de ce webinaire est donc de croiser compréhension des comportements et outils pratiques afin de mieux adapter nos messages, nos stratégies et nos accompagnements aux réalités vécues par les patients d'aujourd'hui. Je laisse la parole à Madame Pascale Hézan. Merci Lydia et merci pour l'invitation. Donc, voilà, on va démarrer. Si je peux prendre la main, je ne sais pas. Apparemment pas. Voilà, donc Lydia m'a présenté, donc nous allons passer rapidement sur cette slide. Voilà, donc premier constat effectivement pour rebondir sur les Excusez-moi, propos. Madame Hézan, on ne voit pas la présentation. Ah, alors Lydia, est-ce que vous Il pouvez faudrait m'aider? partager votre écran. En bas, vous avez l'onglet Partager. Alors, est-ce que j'ai ça? Je ne l'ai pas. Ah, si, a priori, certains le voient. Si, c'est bon. Ah, Il y a que moi. Excusez-moi. Merci beaucoup pour les réactions. parfait. Donc, le premier constat qu'on peut faire, effectivement, c'est un constat dans dans le déficit de transmission, de socialisation alimentaire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette socialisation alimentaire
qui est un peu défaillante est due aussi à des modèles de transmission au sein de la famille qui présentent un certain nombre de lacunes. Et puis, le deuxième facteur explicatif qui est souvent donné dans la littérature scientifique, c'est cette fameuse distanciation envers le monde du vivant qui fait que peu d'enfants ont des connaissances sur les phénomènes naturels, l'agriculture, les systèmes agroalimentaires, etc. Alors, juste pour rebondir un petit peu sur les propos de Lydia, cette fameuse enquête de Harris Interactive parue en février 2024, voilà, qui portait sur les connaissances et les compétences des Français en matière alimentaire. Et donc, voilà, lors de cette enquête, on avait demandé à des jeunes âgés de 15 à 24 ans de reconnaître une courgette sur une photo. Et 18% d'entre eux ont reconnu un concombre, tandis que 2% pensaient voir une aubergine. Le pamplemousse était confondu avec une orange sanguine par 16% des Français et 4% des répondants parmi les 15-24 ans ne savaient pas reconnaître un chou-fleur. Voilà, donc ça atteste bien de ce fameux déficit de connaissances sur lesquels nous allons nous appuyer pour connaître un peu l'intérêt de la littératie alimentaire. Alors, en termes de compétences culinaires, là aussi, un certain nombre de lacunes, puisque cette enquête montrait que 3 jeunes sur 10 cuisinaient des produits frais au quotidien. L'enquête constatait aussi un manque de familiarité par rapport à la cuisine de produits frais, voilà, qui ne faisait pas forcément partie du quotidien de tous les foyers. 46% des personnes interrogées déclaraient cuisiner tous les jours ou presque. Et voilà, quelque chose d'un peu alertant, cette proportion, elle tombe à 31% chez les individus âgés de 15 à 24 ans. Or, on sait que cette socialisation, elle est très importante à cet âge-là, puisque ce sont des jeunes qui, à un moment ou à un autre, vont décohabiter, c'est-à-dire quitter le domicile familial. Et donc, le principal explication de ce manque de compétences culinaires, donc des freins liés au manque de temps et d'argent. Alors, le constat numéro 2, et ça relève des études qu'on peut faire au sein de mon laboratoire de recherche, c'est que s'alimenter, c'est perçu par une grande majorité des Français comme une pratique chronophage et complexe parce que les Français sont soumis à des injonctions contradictoires quand il s'agit de bien manger. Alors, par rapport au temps passé en cuisine, donc là, ça, je l'ai dit, donc j'y reviens pas. Voilà, donc la littératie alimentaire, en fait, par rapport à tout ça, à ses compétences et ses connaissances limitées, en fait, la littératie alimentaire c'est un cadre qui va rendre les individus autonomes, acteurs de leur alimentation et favoriser ce qu'on appelle un empowerment en termes de consommation. Alors, à la base, la littératie, qu'est-ce que c'est? Ça vient de la littérature et donc, la définition qui est donnée, c'est la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information en vue de prendre des décisions. Et depuis plusieurs années, on voit que ce concept de littératie se décline dans différents domaines. On parle par exemple de la littératie en santé, de la littératie nutritionnelle, de la littératie physique, voilà, savoir gérer ses activités sportives, par exemple, de la littératie médiatique, savoir s'informer, par exemple, autour des réseaux sociaux. Et puis cette fameuse littératie alimentaire, donc qui est apparue dans un article proposé par une chercheuse américaine, donc Colaza, en 2001. Voilà, donc c'est un concept qui n'est pas complètement nouveau, mais qui quand même est émergent puisque ce concept, il a été peu appliqué jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse littératie alimentaire?
En fait, la littératie alimentaire, la définition qu'on trouve, même si il y a énormément de définitions, il n'y a pas un consensus complet sur ce qu'est la littératie alimentaire, mais globalement, ce que nous dit la littérature, c'est que la littératie alimentaire inclut les compétences et les pratiques alimentaires apprises et utilisées tout au long de la vie pour être autonome dans un environnement alimentaire. Donc ça commence dès la petite enfance pour aller vers des personnes beaucoup plus âgées. Et donc, cette littératie, elle prend en compte les facteurs sociaux, culturels, économiques, physiques, tout ça lié évidemment à l'alimentation. Et donc, plus concrètement, qu'est-ce que c'est que cette fameuse littératie alimentaire? C'est un éventail de connaissances à acquérir, voilà, qui va des techniques culinaires, des gestuelles, de la compréhension de l'information nutritionnelle, de la planification des achats, de l'anticipation de ses courses, voilà, en respectant évidemment un certain nombre de contraintes et en particulier son budget. Alors, évidemment, la littératie alimentaire, elle est particulièrement intéressante pour lever un certain nombre d'enjeux en termes de connaissances et de compétences alimentaires. Et donc, ce qu'on voit, voilà, il y a quand même beaucoup de travaux dans la littérature scientifique qui montre un certain nombre de corrélations. Alors, je vous en ai relevé quelques-unes. Donc, on sait par exemple qu'il y a une corrélation élevée entre une littératie alimentaire faible et la qualité nutritionnelle des assiettes. En d'autres termes, plus la littératie alimentaire est faible, moins les repas sont équilibrés. On sait aussi qu'il y a une corrélation élevée entre une littératie alimentaire faible et une prévalence des maladies chroniques. Bon, plus cette littératie est faible, en fait, plus on est exposé à des maladies chroniques, euh, voilà, style cardiovasculaire, etc. Et puis, une corrélation élevée entre une littératie alimentaire faible et un temps dédié à préparer les repas. Voilà. Et ça, c'est effectivement l'objet de notre discussion aujourd'hui. Voilà. La littératie alimentaire faible explique aussi le fait qu'on ne va pas consacrer un temps dédié à préparer donc son assiette. Alors, par rapport à ça, il y a des facteurs explicatifs liés à des critères endogènes en termes d'âge, en termes de genre, en termes de revenus. On sait par exemple que l'âge, les enfants ont des connaissances alimentaires relativement faibles, voilà, et donc voilà, c'est dans ce cadre-là que on va les amener évidemment à se socialiser sur le plan alimentaire. On sait que les femmes ont une littératie alimentaire plus forte que les hommes. Voilà, je vous apprendrai rien. Les revenus, évidemment, voilà, les personnes qui disposent d'un revenu faible ont souvent une littératie alimentaire plus faible que ceux issus des milieux favorisés. Et puis, on constate aussi qu'il y a des critères exogènes, voilà, qui expliquent cette littératie alimentaire parfois faible, donc le milieu de vie et puis l'environnement culturel. Alors, comme le disait Lydia, c'est un concept, voilà, 2001 qui a quand même suscité un fort intérêt au Canada, notamment pendant la période de Covid. On a vu énormément de mise en application de ce concept, notamment auprès des enfants, dans les écoles, dans les centres de vie dédiés aux adolescents et puis aussi au niveau des jeunes adultes. Voilà. Donc ce sont les trois populations ciblées au Canada, voilà, par un organisme qui s'appelle Canada Santé. Et voilà, ce qu'on constate, c'est que en France, ce concept, il est encore peu connu et peu appliqué. Alors, pour terminer sur les constats, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'actions de prévention, d'intervention pour essayer de renforcer ces compétences et ces connaissances alimentaires. Mais globalement, euh,
voilà, on constate qu'il y a un certain nombre de difficultés à définir une approche structurée, progressive et surtout à mesurer les impacts des actions d'éducation alimentaire. Souvent, on fait des ateliers, on fait des séances d'information et de sensibilisation auprès des consommateurs, mais globalement, ensuite, on est souvent incapable de mesurer, notamment à long terme, l'impact de ces actions. Et donc, par rapport à ça, euh, il y a des modèles issus donc de la littératie alimentaire qui font que la littératie alimentaire, c'est un cadre qui va permettre justement d'avoir cette approche structurée, progressive, voilà, qui est un petit peu défaillante dans tout ce qu'on peut faire autour de l'éducation alimentaire. Alors, il y a évidemment beaucoup de modèles. Je vous en ai sélectionné deux. Le modèle de Slater, qui est souvent utilisé voilà, quand on mène des actions. Donc, le modèle de Slater, il se décompose en trois types de compétences. Des compétences fonctionnelles. Donc, qu'est-ce que ce sont ces compétences fonctionnelles? Ben, c'est le fait de pouvoir disposer de connaissances un peu basiques en termes de nutrition. C'est aussi de savoir mettre en place un certain nombre de recettes, voilà, mais des recettes évidemment du quotidien. Ensuite, Slater, il dit que quand on est literate, eh bien, en fait, on doit disposer de compétences relationnelles, c'est-à-dire d'abord avoir une relation positive avec les aliments, donc pas de culpabilisation, par exemple. Et puis, c'est aussi tout ce qui est lié à la commensalité, c'est-à-dire reconnaître l'importance de préparer des repas pour soi et pour les autres et savoir les partager. Et puis enfin, il ajoute que ces compétences fonctionnelles et relationnelles sont importantes, mais il y a aussi tout l'aspect compétences systémiques, c'est-à-dire le fait de pouvoir comprendre les enjeux d'un système alimentaire sur ses pratiques alimentaires et puis surtout comprendre l'influence de l'industrie agroalimentaire sur ses comportements. Voilà, on parle notamment de l'impact des messages publicitaires, de l'impact des réseaux sociaux. Eh bien là, il faut savoir éduquer les gens pour essayer de mieux comprendre comment est-ce que fonctionne l'industrie agroalimentaire, quels sont les leviers qui sont mobilisés pour inciter à acheter tel ou tel produit. Alors, le modèle de Vingen et Galagos, moi, c'est mon préféré, en fait. Donc, vous voyez, il se présente sous forme de marguerite avec quatre pétales qui sont donc les piliers des connaissances et des compétences à acquérir. Et donc, les quatre compétences clés identifiées par Vidgen et Galagos sont planifier et gérer, hein, sélectionner, préparer et consommer. Et vous voyez, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que ces quatre piliers sont déclinés ensuite en objectifs. Voilà, alors, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, si on prend le pilier planifier et gérer, eh bien, le premier objectif, ce sera accorder un budget et du temps pour la nourriture. Voilà. Et donc, évidemment, à partir de cet objectif, on peut décliner un certain nombre d'actions et voir un peu les résultats par rapport à ce qui a été fait. Voilà. J'en reprends un, par exemple, sur le volet sélectionné, donc accéder aux aliments via différentes sources et connaître les avantages et les désavantages de celles-ci. Voilà. Et donc, on peut identifier des aliments avec les patients, par exemple, et puis voilà, essayer de comprendre l'enjeu de ces aliments sur la santé. Alors, vraiment, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'il présente des objectifs qui sont opérationnalisables et mesurables, avec donc quatre domaines de savoir et de savoir-faire qui sont évidemment essentiels pour acquérir des connaissances et des compétences sur le plan alimentaire. Donc le premier domaine, comme je vous le disais, c'est planifier et gérer. C'est-à-dire que là, on va demander aux consommateurs et aux patients d'organiser ces menus en tenant compte de ces contraintes matérielles, financières, temporelles. Donc, on est complètement
dans le quotidien du patient et on ne donne pas des conseils complètement hors sol. Ensuite, le deuxième pilier, c'est préparer. Et évidemment, là, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens cuisinent des recettes simples du quotidien en adoptant les bons gestes, voilà, les techniques culinaires appropriées, etc. Ensuite, le troisième pilier, c'est sélectionner. Et sélectionner, c'est évidemment centré sur tout ce qui est acquisition des produits, donc savoir faire les courses en tenant compte de la composition des produits. Voilà, donc sélectionner les ingrédients qui vont permettre d'améliorer la qualité nutritionnelle de ces assiettes. Et puis, évidemment, un dernier pilier qui est le fait que l'alimentation, il faut la prendre comme une source de bien-être, une source de santé, et que il y a aussi tout cet aspect qu'on retrouve dans le mode du modèle de Slater, c'est-à-dire les compétences relationnelles. Manger, ce n'est pas seulement ingurgiter des produits, mais c'est aussi savoir partager, créer une convivialité autour des recettes qu'on aura soi-même créées. Alors, évidemment, par rapport à ça, ce qui est très important dans la littératie alimentaire, c'est le fait qu'il faut rendre les gens euh, enfin, leur donner un sentiment d'auto-efficacité, voilà, ce qu'on appelle l'auto-efficacité alimentaire. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette auto-efficacité alimentaire? C'est l'acquisition de croyances en ses capacités à mettre en œuvre des actions appropriées pour adopter une alimentation équilibrée. Donc, en d'autres termes, c'est arriver à faire en sorte de donner confiance aux gens qui ont souvent conscience qu'ils sont mauvais en cuisine, qu'ils ne savent pas faire. Et donc, si on veut réhabiliter tout ce temps passé en cuisine, ces phénomènes d'acquisition, le rôle de la confiance, il est évidemment primordial. Donc, comment est-ce qu'on peut donner confiance aux patients? Et là aussi, on a une littérature assez abondante sur cette fameuse auto-efficacité alimentaire. C'est d'abord accompagner, soutenir, encourager, voilà, en donnant des informations qui sont évidemment adaptées aux patients. Et puis surtout, inciter à faire eux-mêmes, c'est-à-dire multiplier les tests, les expérimentations. On voit très clairement que les gens ont envie de bien manger, mais que voilà, il y a ce barrage qui fait que parfois ils n'osent pas parce qu'ils ont conscience que voilà, ils n'ont pas les connaissances et les compétences pour se lancer, entre guillemets, dans la préparation d'une recette. Et donc, voilà, par rapport à ça, l'idée aussi, c'est de une fois que les gens ont commencé à préparer eux-mêmes, à sélectionner les produits, à faire les courses, par exemple, eh bien, il faut faire prendre conscience aux patients des réussites et, voilà, et évidemment, voir aussi les doutes, les difficultés et montrer que même s'il y a des échecs, ces échecs permettent de rebondir. Voilà, on est sur la bonne voie. Donc ça, c'est évidemment un pilier extrêmement important pour faire en sorte que les gens deviennent literate sur le plan alimentaire. Alors, la littératie alimentaire, quand on regarde un peu ce qui se passe au Canada, voilà, ils ont déjà quand même pas mal de recul par rapport à ce qu'on peut voir en France. Eux considèrent que c'est un puissant levier de changement comportemental, puisque en fait, on peut calculer des scores. Il y a des échelles de mesure qui permettent de savoir si un patient a une littératie faible ou élevée. Ça permet évidemment d'identifier des lacunes et de mettre en place un accompagnement qui est complètement individualisé, adapté à la personne. Et puis surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que là, on va avoir la mesure de l'impact de son accompagnement, puisqu'on va pouvoir calculer des scorings, en fait, avant l'action, l'intervention et après. Voilà. Et donc, on peut mesurer clairement l'impact de ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et ça peut donner évidemment une discussion avec son patient.
Alors, au Canada, beaucoup de mise en application. Je vous ai dit avec quand même trois populations cibles que sont les enfants, les ados et les jeunes adultes, mais on voit aussi beaucoup de choses qui sont mises en place actuellement sur la population plus senior. Et donc voilà, quelques exemples d'ateliers qui sont soit individuels, soit collectifs. Donc par exemple, des ateliers qui vont permettre aux gens de savoir lire des étiquettes, lire une recette, dresser une liste de courses, définir des alternatives. Voilà, les produits frais, les légumes, les fruits sont perçus comme chers. Comment est-ce que on peut changer pour aller vers des produits surgelés ou des produits en conserve? Euh, Comment est-ce qu'on stocke les aliments? Comment est-ce qu'on les conserve? Comment on anticipe ses repas? Voilà, on sait que le fait de ne pas anticiper ses repas conduit souvent à une alimentation déséquilibrée, on va dire comme ça. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on anticipe euh, est-ce que on peut avoir un répertoire de recettes, quelques idées clés qui font que voilà, quand on a peu de temps un soir, eh bien, on a ce fameux répertoire de recettes. On a des ateliers culinaires où on prépare ensemble une recette, on dresse la table, on partage un plat, et puis on apprend à commenter sa recette, voilà, tout ce qui est lié à la commensalité. Donc, voilà, énormément d'ateliers. Alors, évidemment, en France, on trouve aussi ce type d'atelier, mais derrière, ce qui est intéressant au Canada, c'est que il y a cette littératie alimentaire qui fait que on a, comme je vous le disais, une démarche très progressive, très structurée, et on sait exactement ce qu'on veut mesurer en termes d'impact à la fin de cet atelier, à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, juste un petit point par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Évidemment, on sait que les réseaux sociaux proposent des informations qui sont souvent fausses, mais en même temps, il y a quand même des impacts extrêmement intéressants. Et dans le cadre de nos travaux, dans mon laboratoire et notamment dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Alimnum, donc alimentation et numérique, on s'est intéressé aux réseaux sociaux par rapport à cette littératie alimentaire avec cette question, est-ce que les réseaux sociaux peuvent apporter un certain nombre d'éléments, de connaissances, de compétences aux abonnés? Alors, par rapport à ça, donc pour vous résumer un petit peu ce qu'on a découvert, voilà, on a évidemment consulté énormément de contenus, d'influenceurs food, etc. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux et pourquoi est-ce qu'ils peuvent aussi inspirer vos actions et vos interventions pour essayer de renforcer la littératie alimentaire de vos patients, c'est que déjà, les réseaux sociaux proposent des connaissances qui sont facilement accessibles. Voilà, on se met à la portée des abonnés. On parle de sa propre expérience. L'influenceur, le créateur de contenu va partir de sa propre expérience pour donner des informations qui sont, voilà, finalement pas scientifiques, on va dire les choses comme ça, mais beaucoup plus accessible à des gens qui, voilà, qui savent voilà, que leurs compétences ne sont pas forcément enfin, qui ont des compétences faibles. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, il y a une mise en scène divertissante. Voilà, on ne culpabilise pas les gens. Au contraire, on va vraiment les amener à considérer que l'alimentation, c'est un support de divertissement qui favorise justement l'appropriation des connaissances. En d'autres termes, quand on est jeunes adultes, on va pas forcément consulter les contenus food, mais par contre, on regarde le côté divertissant et c'est à partir de ce facteur divertissant que on va être sensibilisé au bien manger et que on va être amené à s'approprier des connaissances autour de l'alimentation. Ce qu'on constate aussi,
c'est que on a des formats courts et très rythmés. Voilà, les informations où on passe des heures à éduquer les gens sur le bien manger, eh bien, ça devient compliqué. Voilà, on a cette pression du temps qui est aussi liée à notre manière de nous informer. Et le fait qu'on ait des formats courts, rythmés, visuels, etc., ça permet évidemment de capter l'attention et de véhiculer un certain nombre de connaissances. Et puis, ce qui me semble très intéressant, c'est le fait que on est exposé à des contenus de même nature qui sont répétés. Voilà. Par le jeu des algorithmes, il suffit d'avoir consulté un contenu numérique pour être exposé à des contenus similaires. Et donc là, on est dans une logique de renforcement puisque systématiquement, eh bien, on va avoir le même type de connaissances. Et évidemment, tout ça, ça favorise l'appropriation de ces fameuses connaissances alimentaires. Et puis, en termes de compétences, là encore, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une mise en scène, il y a une exposition d'un certain nombre de gestes, de techniques, voilà, et donc une mise en application de toutes ces informations qui sont données. Voilà. Ce ne sont pas des informations qui sont un peu hors sol, mais des informations qui prennent vie parce que, voilà, au travers de visuels. D'abord, ce qu'on constate, c'est que ce sont des recettes incarnées. Voilà, on voit par exemple Lulu Kitchen, Big Deal, etc. Leur manière de faire, leur manière de montrer leurs recettes, ça favorise, et on l'a testé auprès de nos étudiants, ça favorise l'acquisition de compétences. Ce qu'on voit aussi, ce sont des parcours à suivre. Voilà, on prend les gens par la main et puis on va leur montrer des recettes à mettre en place, voilà, et avec des parcours, voilà, la préparation, la dégustation, etc. Et puis, évidemment, une mise en image. Ici, ce qu'on voit, c'est que quand on est exposé à une recette, il y a une envie de répliquer cette recette. Alors, on l'a fait pas forcément, mais on voit quand même qu'il y a un engagement sous forme de like, sous forme de partage, sous forme d'enregistrement. Voilà. Et donc, très clairement, là, on a vu avec des enfants en collège que le fait d'être exposé à ces recettes favorisait des discussions en famille et des incitations auprès des parents à faire la recette qu'ils avaient vue sur TikTok ou Instagram. Et puis surtout, ce qui est intéressant par rapport à cette fameuse auto-efficacité alimentaire, c'est le fait que quand on est exposé à ces influenceurs, eh bien, à un moment, euh, ces influenceurs, ils ont une manière de faire qui favorise une confiance en soi et qui incite les gens à expérimenter. Voilà, parce que très souvent, eh bien, ils vont montrer aussi leurs doutes, leurs échecs. Voilà une recette qui n'est pas forcément excellente comme ils l'avaient pensé, des échecs parce que c'est pas très beau, etc. Et donc, évidemment, il y a une identification possible de l'abonné par rapport à ce créateur de contenu. Voilà, j'en ai terminé, donc je vais laisser la parole à Aurélie et évidemment ensuite je me tiens à votre disposition pour des questions. Bonjour. Bonjour Aurélie, Merci. merci à toi de reprendre la Oh, suite. ça va vite. Oh là là, qu'est-ce que c'est que Je ça? voulais juste préciser que vous aviez en bas de votre écran la rubrique questions-réponses pour poser toutes vos questions au fur et à mesure de ce webinaire. Et du coup, pour relancer un tout petit peu le sujet avec Madame Maison, je voulais savoir, puisque vous aviez abordé les réseaux sociaux, si vous pensiez que les diététiciens nutritionnistes devaient s'emparer davantage de ce type de support. Alors, vaste question. Déjà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de diététiciens qui se sont emparés de ce support. Voilà, on voit quand même que il y a, ouais, il y a
il y a des diététiciens qui prennent la parole et qui sont très suivis par un certain nombre de followers. Après, je pense que c'est intéressant parce que ce sont des supports qui peuvent déjà, avant de prendre la parole sur les réseaux sociaux, inspirer. Voilà, c'est comme je l'ai dit. Ça permet aussi de s'informer sur ce que les gens voient et comment ils sont informés en termes de pratiques alimentaires. Donc déjà à la base, ne pas aller regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça me semble compliqué à l'heure actuelle, puisqu'on sait qu'il y a 92% des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc comprendre un peu comment se véhicule l'information autour de l'alimentation, ça me semble intéressant. Après, regarder effectivement comment, comment est exposée l'alimentation, comment les influenceurs se mettent en scène, comment ils accompagnent leurs abonnés. Voilà, ça peut être aussi une ressource intéressante. Et puis, troisième levier, c'est prendre la parole. Voilà. Sauf que effectivement, cette prise de parole, elle suppose de bien connaître les codes du numérique. Voilà. Et donc, on voit très clairement qu'un professionnel de santé qui s'exprime sur les réseaux sociaux, qui va avoir souvent une communication un peu descendante, un peu scientifique, eh bien, il sera pas forcément suivi. Il y a une question de légitimité. Voilà. On voit que Loulou Kitchen, en fait, elle est perçue comme quelqu'un de plus légitime qu'un professionnel de santé qui donnerait des recettes parce que derrière, il y a toute cette appropriation du langage numérique. Voilà. Donc, ça veut dire que si on est diététicien, il faut quand même aussi avoir toute une réflexion sur la manière dont on s'exprime sur les réseaux sociaux. Mais si effectivement on a envie d'y aller, moi je pense que c'est extrêmement intéressant parce que ça permettrait aussi d'éviter un certain nombre de bêtises qui sont dites par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Merci beaucoup. À présent, on va laisser la place à Aurélie Le Brasseur pour sa présentation. Merci. Après tout ça, comment nous, diététiciens, allons-nous mettre en place ces conseils, ces choses-là en pratique au quotidien auprès de nos patients? Donc, c'est l'objectif de ma présentation. Je veux bien qu'on passe les slides. Est-ce que j'ai le contrôle dessus? Non, je suis pas sûre. C'est pas grave. Donc voilà, l'évolution des modes de vie, la baisse du temps en cuisine, comment finalement on peut travailler tout ça avec le patient, avec la personne qui va venir nous consulter. Et donc c'est pour moi déjà reposer les bases, des bases qui peuvent peut-être à nous professionnels, nous sembler évidentes, mais qui le sont finalement pas pour tout le monde. Donc une alimentation équilibrée, est-ce que c'est possible finalement sans passer 3 heures à cuisiner? C'est vrai que ça semble être une montagne pour beaucoup de personnes. Et donc à nous aussi peut-être de dédiaboliser, dédramatiser un petit peu la chose. Alors là, vous voyez, j'ai mis une illustration. On a une très belle assiette, bien instagrammable comme il faut. Donc à nous aussi de leur montrer que finalement, l'alimentation équilibrée, le plat équilibré, ben, il n'est pas forcément instagrammable, mais il peut être aussi très bon, plein de couleurs. C'est juste qu'il va être moins joli ou moins bien pris en photo. Donc c'est quoi un plat équilibré? Voilà, revoir cette base-là. Échanger avec la personne sur quel temps elle est en capacité de dédier à ce repas-là, à la préparation du repas, à l'achat des matières premières, et puis d'avancer avec la personne. Au début, ça va être peut-être, j'ai 10 minutes pour préparer à manger, j'ai 15 minutes, ou tiens, tel jour, j'ai 1 heure et j'aimerais bien essayer de faire des choses un petit peu plus complexes, pourquoi pas un petit peu plus travaillées. Mais c'est vraiment de prendre en compte cette donnée-là pour vraiment s'adapter et ne pas donner des recettes un peu toutes faites, un peu préétablies, comme on aurait tendance à le faire. Et finalement, on serait peut-être un peu à côté de la plaque.
Travailler les idées reçues, ça c'est très important parce que voilà, on parlait encore des réseaux sociaux et c'est vrai que quand je vois les jolies images, c'est souvent des produits frais. Et donc, ce que j'entends dans ma patientèle, c'est si je n'utilise pas de produits frais, c'est pas équilibré finalement, c'est pas bon, c'est pas healthy, c'est pas bon pour la santé. Donc, travailler tout ça, alors c'est une idée parmi tant d'autres, une idée reçue parmi tant d'autres, mais voilà, prendre le temps aussi pour recevoir ces idées reçues-là et échanger avec le patient dessus. Et bien sûr, on va passer à la partie très concrète, apporter des outils, dédiaboliser, comme je le disais tout à l'heure, redonner un sens finalement aussi à ce moment de cuisine, ce moment de repas, la convivialité, Pascal en parlait tout à l'heure, le côté relationnel qu'on peut mettre autour de l'alimentation. Je vais citer Paul Bocuse, je trouve qu'il a une très belle citation qui disait qu'il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. Donc ça intègre vraiment cette notion-là de partage et de l'intention finalement. On peut préparer un repas avec cette intention positive de préparer un bon repas pour les amis. C'est pas forcément... la bonne cuisine, ça va être l'intention. Voilà, c'est ça que je voulais dire, ça part d'une bonne intention. Et l'ami qu'on peut être avec soi-même, c'est aussi bon aussi. On voit beaucoup de personnes dans notre patientèle aussi qui ne vont pas cuisiner parce qu'elles sont toutes seules. Soit parce que le midi, elles sont en télétravail et donc du coup, elles vont pas prendre le temps de se cuisiner un repas. Toute la famille n'est pas au domicile. Soit parce qu'elles vivent seules tout simplement et que préparer un repas pour soi tout seul, c'est pas vécu de la même façon que pour préparer pour un groupe d'amis ou pour une famille. Et ça, c'est important, pareil, d'échanger avec le patient là-dessus. Donc, redonner un sens, ça va trop vite, j'ai pas fini, redonner un sens cohérent avec les valeurs et en tout cas, alimenter la réflexion. Merci, on peut passer à la slide suivante. Donc, les constats, ce qu'on peut entendre en consultation, la principale phrase, c'est « je n'ai pas le temps ». Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant. Je ne sais pas comment associer les aliments entre eux. Je ne sais pas cuisiner les légumes. Cuisiner équilibré, ça coûte cher. Ou j'ai pas envie, avec ce fameux mot qu'on entend à tout bout de champ maintenant, le mot flemme. Donc, comment nous, on peut accompagner ce mot-là et faire en sorte qu'on l'entende un petit peu moins. Et effectivement, c'est ce qui était enseigné par éducation, par mimétisme, ne l'est plus forcément. Et nous, en tant que professionnels de santé, de l'alimentation, spécialisés dans l'alimentation, on va avoir ce devoir d'accompagner les patients pour se réapproprier l'alimentation. Acheter, donc faire une liste de courses, élaborer au préalable un semblant de menu en tout cas, savoir comparer les aliments au supermarché, au marché, là où on va s'approvisionner. Préparer, donc ça va être laver et éplucher le frais. Ça peut être tout bête, mais éplucher certains légumes, ça peut paraître très compliqué pour certains. Savoir varier les types de conservation pour s'aider aussi avec les contraintes qu'on peut avoir au quotidien. Donc cuisiner, ça va être proposer des idées recettes, des ateliers par exemple, et puis assembler tous ces aliments pour en faire un plat équilibré. Et donc revoir les bases en tenant compte des spécificités de chacun, et ça j'insiste beaucoup là-dessus. Donc, c'est quoi un plat équilibré? Ça, on passe très vite dessus, vous le savez tous. Un plat équilibré, c'est la source de protéines, les glucides complexes, les légumes, une matière grasse. On n'oublie pas la fameuse matière grasse parce que celle-ci, parfois, elle est un petit peu absente par souci de bien faire. Et donc, finalement, comment à partir de cette base-là, de ce socle-là, on va travailler ensuite avec la personne. Donc, je n'ai pas le temps. Les différents modes de cuisson, on va les reprendre. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Proposer aussi des aliments bruts préparés, il faut savoir vivre avec son temps. On a à disposition des produits qui peuvent nous aider au quotidien. Et puis peut-être aussi s'aider avec le petit électroménager, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de moyens, mais finalement quand vous discutez avec les patients, peu importe, j'ai envie de dire, le statut socio-économique, beaucoup vont vous parler de leur air fryer dernier cri, de leur appareil de cuisson. Et donc finalement, c'est pareil, savoir ce qu'ils ont à domicile, ça va nous aider pour les aider dans ce souci de gain de temps. Donc je n'ai pas le temps, on va s'aider avec les différents moyens de conservation et donc leur proposer d'alterner entre les produits frais, les produits surgelés, les produits en conserve. Alors c'est vrai que je conseille plutôt les produits en bocal en verre, comme on peut voir sur l'image, mais pas que. Et puis les produits secs. Les produits frais, c'est vrai qu'il faudra prévoir un temps de préparation.
mais ça peut toujours être intéressant et finalement assez facile quand on s'approprie la façon de les préparer. Les produits surgelés non préparés, à partir du moment où on va utiliser des produits surgelés qui sont bruts, ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà lavés, épluchés et coupés, donc ça c'est effectivement un gain de temps intéressant. Les produits en bocaux qu'il suffit juste finalement d'égoutter, de rincer et de réchauffer. Et vraiment, en tout cas, d'insister sur le fait que nutritionnellement, ils sont tous intéressants. Hein, et de ne pas se focaliser uniquement sur les produits frais. Parce que là, on va aussi lever un frein de j'ai pas le temps d'éplucher, j'ai pas le temps de préparer. Et ça, c'est important. Les produits secs, je vous en ai mis juste deux en bas de page. C'était les pois chiches, dans les pois cassés et les lentilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des produits secs qui ne nécessitent pas tant de trempage. Souvent, on se dit, il faut les faire tremper toute la nuit, etc. Les lentilles et les pois cassés, non. Donc, ça peut être finalement des aliments qui peuvent se faire cuire assez rapidement et permettre un apport en protéines végétales pour diversifier l'alimentation. Les aliments bruts préparés, donc j'en parlais, là quelques exemples. Ça va être les carottes, dans les légumes, tout ce qui est carottes en rondelles, les choux-fleurs, le potimarron, la patate douce. Donc là, voilà, on n'a vraiment plus qu'à mettre dans la casserole ou dans le moyen de cuisson qu'on a à disposition. On a aussi donc tout ce qui va être crudité en sachet. On pense souvent aux salades, comme sur l'image, mais on a aussi maintenant le chou rouge râpé, les carottes râpées, le céleri râpé. Ce qui est intéressant avec ces produits-là, c'est que c'est des produits qui n'ont pas la sauce intégrée. Donc, le patient va pouvoir vraiment réaliser sa vinaigrette lui-même, sa sauce lui-même, et donc contrôler l'apport en matière grasse, à la fois en quantité et en qualité. Donc, ça, c'est des produits intéressants. Au rayon fruits et légumes, vous avez aussi, donc là, j'ai l'exemple des jeunes pousses d'endives qui nécessitent aucune préparation, puisque finalement, on va juste les rincer et les découper. Oui, donc une petite préparation quand même. Et puis les produits en bocaux, les pois chiches, les haricots verts, et il y a plein d'autres produits disponibles. Donc vraiment, c'est de tout ça. Le petit électroménager, donc j'en parlais, j'ai pas mis le air fryer, mais tous ces appareils de cuisson, donc les multicuiseurs. Donc vous avez à la fois des appareils de cuisson et également des appareils de préparation qui vont hacher, couper, faire cuire de différentes façons. La bonne vieille cocotte minute, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais cette cocotte minute, finalement, elle est relativement accessible financièrement et c'est un gain de temps non négligeable puisqu'on va diviser par 2 le temps de cuisson des aliments quand on va s'en servir. Et puis le cuiseur vapeur, donc là j'ai mis un cuiseur vapeur avec des matériaux, des parois en inox. Parce que je trouve que c'est aussi intéressant de parler de la nature des matériaux, d'éviter au maximum les cuissons au contact du plastique. Donc là, c'est intéressant. Et tous ces appareils-là ont aussi l'avantage, au-delà de diminuer éventuellement le temps de cuisson, d'avoir des programmateurs. Donc finalement, la personne, elle va mettre ses ingrédients dans l'appareil de cuisson, elle va lancer la cuisson, elle va mettre le temps de préparation, le temps de cuisson s'il n'est pas préprogrammé. Et ensuite, on peut faire autre chose. Donc, en termes de gain de temps, je trouve que c'est intéressant de travailler aussi sur la présence du petit électroménager quand c'est possible. À la phrase « je ne sais pas comment associer les aliments », finalement, moi, la réponse, ça serait vraiment de faire des tests, d'oser. Comme disait Pascal tout à l'heure, de ne pas donner d'injonction, mais vraiment de se dire allons-y, faites-vous les tests qui vous plaisent, associez les aliments à votre façon, et nous, on débriefera ensemble. Travailler, alors ce qui peut aider aussi, c'est de travailler sur les différentes catégories d'aliments, les identifier ensemble, les lister. Pour permettre à la personne ensuite de piocher dedans comme ça et se dire tiens, je vais mettre ça avec ça et puis on va voir ce que ça donne ensuite dans mon wok, dans ma poêle. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Et donc ça donne des choses comme ça. Ça, c'est les tests et les recettes de la vraie vie, avec une luminosité horrible, avec une présentation qui n'est pas forcément digne des réseaux sociaux. Mais c'est de montrer finalement aussi la vraie vie aux patients. Là, vous avez des préparations qui n'ont pas demandé plus de 15 minutes. Donc, ça peut être, j'ai découpé mon potimarron et je l'ai juste arrosé avec un petit peu d'huile d'olive, quelques herbes et je l'ai mis au four.
Ça peut être, j'ai préparé, donc là vous avez un one pot, c'est des crozets. Un one pot crozet, là vous avez beaucoup de recettes sur internet de one pot pasta, de one pot avec du riz, etc. Où finalement vous allez mettre tous les ingrédients dans une sauteuse ou dans un wok. On va recouvrir avec un peu de bouillon, un peu d'eau, et ensuite ça va cuire tout seul, ça va mijoter tout seul. Et on a des plats qui peuvent être très équilibrés avec tout dedans. On va avoir aussi de la cuisine d'assemblage. Vous voyez sur la gauche, on a le toast de pain de mie complet avec un œuf au plat dessus. Ça, c'est 2 minutes top chrono. Avec de la tomate jaune coupée et puis des petits pois, alors qui vont demander peut-être un petit peu plus de préparation, mais ça, c'est des petits pois surgelés. C'est 4-5 minutes dans l'eau bouillante ou dans un autocuiseur. Donc, vous voyez, c'est juste, j'assemble dans mon assiette les différentes catégories d'aliments. Et puis, vous avez aussi des exemples de salades composées. Ça, c'est des salades composées où finalement, je vais associer le féculent qui me reste dans le frigo avec le légume cuit qui reste de la veille, une crudité que je vais avoir découpée rapidement ou que je vais avoir pris dans un sachet. Ça peut être ouvrir une boîte de macros naturels et puis rajouter ma protéine ou mettre des œufs durs, que sais-je. Et finalement, ça prend pas beaucoup de temps. Ça permet d'avoir des plats qui sont variés, qui sont équilibrés et qui finalement sont assez colorés, même si ça se voit pas beaucoup à l'image. Je ne sais pas cuisiner les légumes. Ça, cette question-là, enfin cette phrase-là, on l'entend beaucoup. On peut fournir des tutoriels qu'on aura fait soi-même ou orientés vers, parce qu'effectivement, on a beaucoup maintenant de confrères et de consoeurs qui se sont mis à publier des vidéos assez intéressantes, je trouve. Donc, partager aussi ces travaux-là, je trouve que c'est bien d'avoir un petit listing, une petite banque de données des diététiciens et des diététiciennes qui font de super tutoriels, de super vidéos. Organisés ou orientés vers des ateliers cuisine. Les ateliers cuisine, on peut en voir en visio, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir l'échange physique, moi je trouve. Et des ateliers cuisine, on peut en trouver de plus en plus au niveau des municipalités notamment. Avoir un discours non culpabilisant. Comme je disais tout à l'heure, c'est parfois une montagne à franchir pour nos patients. Et donc, c'est de se dire que chaque petit pas, finalement, est bon à prendre. Et donc, féliciter tout ça et renforcer vraiment le patient dans son comportement positif et dans sa recherche d'évolution. Et puis vraiment, ne pas diaboliser la cuisine d'assemblage. On n'a pas forcément besoin de cuisiner, comme je disais tout à l'heure, 3 heures tous les jours. Mais c'est vraiment de se dire comment je peux assembler les aliments, mes différentes catégories d'aliments pour avoir mon plat équilibré et finalement avoir un résultat tout à fait satisfaisant. Cuisiner équilibré, ça coûte cher. Ça, effectivement. Alors, c'est vrai que le coût de la vie va pas nous aider, mais on a quand même encore des conseils qui sont bons à prendre. Donc, alterner toujours les différents moyens de conservation et comparer les prix. Les moyens de conservation, pourquoi? Parce que le produit frais, si je vais par exemple respecter les saisons, normalement je peux avoir la possibilité d'avoir des choses qui sont peu chères. Et puis sinon, je vais passer sur de la conserve, je vais passer sur du surgelé où les prix sont relativement stables dans l'année. Comparer les prix. Au niveau des approvisionnements, parce que c'est vrai que souvent par facilité, on va tout faire au supermarché, et puis que finalement, quand vous regardez les prix des produits frais, les fruits et légumes au supermarché, parfois on a des prix qui sont quand même supérieurs au marché de la ville ou chez un producteur en fonction de là où on habite. Comparer les prix au kilo, au litre, c'est pareil. Ça, c'est un conseil qui peut nous paraître banal, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde. Préparer un repas maison aussi, quand on a un petit peu plus de temps, ça coûte moins cher au kilo et c'est plus nourrissant qu'un plat préparé surgelé ou qu'un plat préparé qu'on a au rayon frais. Et puis, c'est une stimulation des sens. C'est une meilleure atteinte de la satiété. Et donc, ça aussi, ça va accompagner notre travail auprès du patient. Alterner les différents moyens de conservation, ça je vais passer rapidement dessus puisque je vous en ai parlé déjà. Les fruits et légumes de saison, on insiste là-dessus puisque s'ils sont de saison, normalement ils sont en abondance et donc c'est là qu'on va avoir des offres promotionnelles intéressantes. Et puis sinon, on utilise le surgelé, la conserve. Là, je vous ai mis un exemple de calendrier de produits de saison. Là, c'est le mois de décembre, on en trouve beaucoup. Donc c'est intéressant de les proposer aux patients et c'est très apprécié. Ça, je le faisais pas et je le fais depuis maintenant quelques années. Et les patients attendent leur calendrier de fruits et légumes de saison avec impatience. Ils me le demandent quand j'oublie de leur envoyer. Donc ça, vraiment, c'est des outils finalement assez banals,
mais qui sont importants pour que le patient puisse s'approprier vraiment tout ça. Et puis les sources de protéines, parce que c'est vrai que je parle beaucoup des fruits et légumes, mais les protéines, bah, finalement, ça peut être aussi les œufs, qui sont une source de protéines intéressante et peu chère. Les poissons en conserve, donc les sardines, les maquereaux. Tout ce qui va être poisson surgelé, c'est vrai quand on sait pas forcément préparer un poisson frais, et parce que le prix des poissons frais est pas forcément toujours évident, hein, c'est pareil, on parle de la saisonnalité pardon, des poissons, bah, le produit surgelé, il va être intéressant, puisqu'il est déjà finalement préparé, j'ai plus qu'à le faire cuire. La viande fraîche, on peut aller du côté des volailles qui vont être généralement un petit peu moins chères, mais aussi les différents morceaux de bœuf, alors le bœuf, le porc, mais les différents morceaux, des morceaux qui peuvent paraître un petit peu moins nobles, mais qu'on peut apprendre à cuisiner. Les abats, pour ceux qui ne sont pas trop rebutés par l'idée de les consommer, en tout cas leur parler de leur intérêt nutritionnel. Et puis les légumes secs qui sont une source vraiment de protéines végétales très intéressantes. Les recettes familiales traditionnelles, quand on a un petit peu plus de temps, c'est toujours très intéressant de revenir vers ces recettes-là. Certes, elles nécessitent un temps de cuisson plus long, mais finalement, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les proportions, elles permettent de durer sur plusieurs repas en fonction du nombre de personnes qui étaient à domicile. Et donc, finalement, c'est un peu les prémices du batch cooking, c'est de se dire, bah, si j'ai prévu un grand rôti, si j'ai fait cuire un grand rôti bah, et que je le coupe en tranches, bah, le lendemain, j'aurai encore ma viande qui sera déjà prête et j'aurai pas besoin de faire cuire de la viande. Si j'ai fait un bon tagine dans un beau plat à tagine bien grand, bah, normalement, il va m'en rester la blanquette, etc., le curry. Voilà, ces plats traditionnels qui nécessitent pas forcément de grandes capacités culinaires. Ils sont équilibrés si on sait bien travailler les aliments et ils sont vraiment intéressants pour gagner du temps les jours suivants, en fait. Les restes alimentaires, hein, parce que on a aussi voilà, un rôle à jouer dans la gestion du gaspillage alimentaire. Les restes alimentaires, ça peut être aussi un frein, c'est-à-dire que des patients qui vont acheter du frais, ils vont se dire bah oui, mais si j'ai pas le temps de tout préparer, j'ai peur de perdre et finalement j'achète plus de frais. Et donc comment je peux apprendre à gérer ces restes? C'est le fameux fourzitou, on entend beaucoup ce mot-là. Bah, j'ai un reste de pâtes, j'ai un reste de légumes, je mets tout ensemble dans un plat, je rajoute du fromage et hop au four et j'ai un gratin. J'ai plein de restes de légumes, je mets éventuellement une pomme de terre si j'ai pas de féculents, hop, je fais une soupe. Le petit flan de légumes aussi, c'est une préparation qui peut se faire rapidement avec des restes. La salade composée du midi, ça c'est typiquement le genre de salade composée que je me fais quand j'ai pas le temps. Et ben, c'est l'association des restes du frigo, des associations qui sont parfois complètement improbables, qu'on n'aurait pas proposées et qui finalement sont plutôt sympas et qui sont très bonnes. Ça peut être des légumes cuits. Là. Vous avez du fenouil, vous avez un reste de pâtes, et puis on va avoir des tomates, on va avoir de l'avocat, et puis je vais rajouter un petit peu de graines de courge pour la texture, pour avoir du croquant. Et puis je vais rajouter éventuellement un œuf dur que j'aurais fait cuire au préalable ou un macro au macro que j'aurais ouvert, un macro en boîte que j'aurais ouvert. Donc ça, voilà, ça prend finalement 5 minutes avec les restes du frigo et j'ai mon repas du lendemain midi qui est prêt et qui est équilibré. Le batch cooking, ben, ça c'est voilà, ça fait déjà plusieurs années qu'on en entend parler, mais c'est toujours intéressant, pareil, d'en parler avec les patients. Parce que le principe donc du batch cooking, c'est programmé, préparé pendant un jour de congé. C'est souvent le week-end, mais pas que. Les ingrédients de base de tous les repas de la semaine. Alors généralement, enfin moi ce que je vais conseiller, c'est plutôt sur 3 jours, pour pas avoir voilà, le riz qui va traîner dans le frigo pendant une semaine. Mais de se dire, bah voilà, j'ai mes ingrédients de base qui sont préparés et ensuite je vais les assembler dans le reste de la semaine rapidement quand je rentre du travail fatiguée le soir. Et puis quand j'ai des plats qui sont un petit peu plus élaborés, qui sont déjà élaborés, bah, je peux aussi les congeler en fonction des portions que je souhaite avoir et puis j'ai plus qu'à réchauffer quand j'arrive. Je suis limitée dans mon matériel. Donc là, c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de l'électroménager, mais on n'a pas forcément les moyens ou la possibilité d'avoir tout ce matériel-là. Bah, si j'ai une plaque de cuisson, je peux déjà faire plein de choses. Avec la cuisson à l'eau, la cuisson à l'étouffée, des grillades. Il suffit juste d'avoir une casserole, une poêle, une sauteuse. Ça peut être la cuisson au micro-ondes en utilisant du matériel en verre. Ça peut être les petites cocottes en verre où j'ai ma petite cocotte et puis j'ai le couvercle. Donc là, je vais avoir une cuisson qui peut être faite à la vapeur. Les bols, les petits saladiers, voilà, des choses qui sont finalement financièrement accessibles. On n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de matériel
pour pouvoir faire de la cuisine au micro-ondes. Et puis, pensez aux achats d'occasion. La fameuse cocotte minute, moi, je trouve que c'est un outil qui est quand même très intéressant, qui est facile d'utilisation et qu'on peut trouver, par exemple, en recyclerie. On n'est pas forcément obligé d'acheter ce matériel-là neuf. L'intérêt de la cocotte minute, c'est que c'est un matériau, enfin voilà, c'est de l'inox. Et donc, finalement, même si ça a été utilisé avant, ça peut encore être utilisé et on n'a pas l'inquiétude d'avoir un matériau, par exemple, antidérapant, anti-adhésif, pardon, anti-adhésif qui serait altéré par une utilisation précédente. Des exemples, voilà, l'exemple de la soupe de légumes. Je vous parlais du frais, mais on peut très bien utiliser les sachets de légumes surgelés. Là, pour le coup, c'est déjà épluché, lavé, coupé. J'ai plus qu'à mettre tout ça dans ma casserole ou dans ma cocotte. Donc, on a différentes sortes, hein. Là, il y a le potage du maraîcher, mais vous avez les jardinières de légumes, les légumes pour potage, les légumes pour wok, les légumes pour ratatouille. C'est pas marqué pour soupe dessus, mais c'est des associations de saveurs qui peuvent être intéressantes. Et si j'ai pas de féculents dans mon sachet, eh ben, je vais rajouter quelques pommes de terre, éventuellement des lentilles corail, pourquoi pas. Et tout ceci, ça nécessite ça nécessite d'avoir un mixeur plongeant. Mais je peux, si j'ai pas le matériel, si j'ai encore moins de temps, ça peut être, j'achète une soupe en bouteille que je vais réchauffer au micro-ondes dans mon bol. Ça peut être, j'achète ma soupe surgelée, donc c'est les galets surgelés que je vais juste avoir besoin de réchauffer au micro-ondes ou à la casserole selon mes modes d'utilisation, mes modes de cuisson à la maison. L'exemple du wrap, parce qu'effectivement, on parlait des nouveaux modes de consommation et du fait que on va essayer d'avoir parfois les codes de l'alimentation extérieure ou de la junk food, mais d'avoir les mêmes codes finalement avec à la maison, avec des plats qui sont préparés très facilement, comme le wrap. Vous achetez des galettes, des tortillas de blé, ça peut être le thon en boîte, de la salade déjà préparée, mon fromage frais, l'avocat qu'il faut couper et la tomate. Et finalement, bah là, j'ai un plat équilibré. Donc c'est ça aussi, c'est dans cet objectif de dédiaboliser, de dédramatiser un petit peu l'alimentation équilibrée, c'est de montrer qu'on peut faire des plats très sympas avec des aliments qui ne sont pas forcément excessivement chers. Là, j'ai choisi voilà, des marques qui sont abordables et équilibrées et bon pour la santé. Et une fois qu'on a apporté tout ça, ce que je trouve très intéressant, voilà, avec la littératie alimentaire, c'est vraiment de se dire que conseiller, c'est bien, mais s'assurer que la personne, elle s'approprie les conseils, c'est mieux. Et donc, c'est là que le terme d'accompagnement diététique, d'accompagnement nutritionnel, il a toute sa place. On va accompagner le patient, on va pas juste lui donner des conseils. Et c'est là que la force du diététicien nutritionniste, elle a sa place. C'est aussi de réfléchir ensemble. Au-delà des outils que je vais pouvoir donner à mon patient, c'est finalement avoir une réflexion avec lui. Pourquoi est-ce que j'ai pas le temps? Finalement, ce temps-là, qu'est-ce qui fait que je vais rogner sur le temps du repas plutôt que sur un autre temps, sur autre chose? Manger, c'est prendre soin de soi et de sa santé globale. Je le disais pas avant, mais c'est vrai que je le dis de plus en plus. Manger, c'est un soin. Votre repas, le repas que vous allez vous préparer, c'est prendre soin de vous. C'est un soin, c'est prendre soin de votre santé. Et depuis que je le dis, en fait, je vois vraiment l'impact que ça peut avoir. Donc, ces mots très simples, c'est important de les remettre dans le contexte. La gestion du temps, voilà, le temps que je vais gagner à ne pas faire à manger, à ne pas faire les courses, bah, finalement, je l'utilise pour quoi? C'est vrai qu'on a tous, on parle beaucoup aussi des temps d'écran, hein, mais pas que. Finalement, le temps que je vais avoir dans ma journée, comment il se découpe et comment je peux travailler dessus, comment je peux le réorganiser, qu'est-ce qui va être indispensable et qu'est-ce qui va pas l'être. Donc, toute cette réflexion-là. Et comment finalement remettre du sens et du temps dans l'alimentation grâce à cette réflexion-là. Donc, c'est vraiment se réapproprier les repas avec toutes ces significations sociales, émotionnelles, générationnelles, culturelles, gustatives, et en veillant à ne pas opposer plaisir et santé. On le fait naturellement, mais c'est vraiment important, voilà, de se dire ce qui est bon pour ma santé n'est pas forcément mauvais pour mes papilles gustatives. Voilà, je vous remercie. Merci Aurélie pour cette partie. Ben, justement, une question dont tu as abordé lors de ta conclusion a été posée concernant justement ce temps d'écran, le temps des réseaux sociaux.
Est-ce que le temps passé sur les réseaux sociaux enlève du temps pour faire autre chose, comme faire la cuisine? Et n'y aurait-il pas du coup un travail à faire sur ce point? Effectivement, moi, je pense que c'est vraiment un travail de réflexion. Il faut mettre les pieds dans le plat avec les patients euh, et vraiment, pareil, dédramatiser, dédiaboliser. Nous-mêmes, professionnels de santé, on se rend bien compte que on est happé par ces écrans et on va regarder une info et puis finalement, il y en a une autre qui vient, une autre qui vient. Et je voulais regarder une info pendant 5 minutes et j'ai finalement passé 1 heure sur mon téléphone alors que je devais préparer à manger. Donc c'est vraiment ça, c'est cette discussion avec la personne qui est en recherche de bien faire puisqu'elle est avec nous. C'est cette discussion qui va voilà, alimenter un petit peu les changements qu'elle pourra faire ensuite. Madame Maison, on nous demande où l'on peut trouver des questionnaires validés pour évaluer le score de littératie alimentaire. Alors, on peut taper dans Google Scholar, pardon. Et là, on va dans littératie alimentaire. Et en fait, on a des échelles de mesure. Voilà, donc si on tape littératie alimentaire, échelle de mesure, on a des scorings qui sont validés, en particulier sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, comme je vous le disais. Voilà, il y a quelques scorings sur les adultes, mais pas beaucoup. Mais par contre, enfants et ados, beaucoup de travaux issus de chercheurs outre-Atlantique. Merci. Ah, donc c'est en anglais. Et donc il faut adapter évidemment à la culture française, mais bon, après, ça c'est relativement simple en fait. Merci. Du coup, pour suivre Aurélie, qu'est-ce qu'il est possible de répondre à des patients qui vivent seuls et qui ont beaucoup de mal à se préparer des repas? C'est dans un premier temps, je pense, d'entendre ça, de comprendre ça et de leur dire, de le verbaliser, parce que c'est pas forcément évident. Et après, c'est vraiment peut-être de donner des astuces sur, voilà, sur le fait de préparer facilement un repas en 5-10 minutes avec des produits déjà préparés. Mais ça peut être aussi de se mitonner un bon petit plat parce qu'on le mérite. Je trouve que c'est intéressant aussi de se dire, mais finalement, vous méritez aussi d'avoir un bon petit plat bien mijoté dans votre assiette. Et puis de se mettre peut-être un petit bouquet de fleurs sur la table, de se mettre en condition. Quand je travaillais auprès de seniors, j'avais une petite dame qui m'avait dit moi de toute façon tous les midis je mange avec je me souviens plus de son prénom de la housse qui présentait le JT et donc, on a rigolé sur le fait que c'était plutôt sympa de manger avec lui. Elle se mettait face à la télé. Alors, c'est pareil. Nous, souvent, le message, c'est on mange pas devant la télé, on est concentré sur son assiette. Bah, si à partir du moment où ma patiente, elle se met devant la télé, mais ça lui permet de se mettre en condition d'avoir un plat sympa à déguster, équilibré, et qu'elle prend le temps, qu'elle pose la fourchette, qu'elle écoute ce qu'il lui dit, et qu'elle déguste ce qu'elle mange, bah, pourquoi pas, en fait. C'est ça, c'est prendre en compte cette spécificité-là. Et pas hésiter aussi du coup à congeler parce que des fois on a la flemme, des fois on n'a pas envie. Et du coup, si j'ai fait mon petit bourguignon il y a 2 jours et que je l'ai congelé en portions individuelles dans mon congélateur, et je suis contente ensuite quand j'ai la flemme de le ressortir et de le réchauffer au micro-ondes ou dans une casserole. Mais il faut prendre en compte ça et puis voir un peu comment on peut échanger aussi. Peut-être voir s'il y a des amis, tiens, pas hésiter à inviter des amis et à se faire inviter en retour, travailler sur le côté social, sur certains endroits dans les villes qui sont ouverts à tous, hein. Maintenant, vous avez des résidences pour, je pense aux personnes âgées, mais vous avez des résidences pour personnes âgées qui ouvrent leur restaurant aux personnes âgées de l'extérieur. Donc ça, c'est aussi des moments de convivialité qui sont intéressants à aller chercher. Merci. Du coup, là, c'est plus une réflexion. Les légumes déjà préparés, c'est un gain de temps, mais aussi un coût supplémentaire avec une augmentation des déchets. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres propositions éventuelles à faire? Coût supplémentaire quand on compare les prix au kilo, pas forcément. C'est vrai que, alors oui pour la majorité, mais pas forcément. Je pense notamment à tout ce qui va être champignons émincés. Et après, c'est l'intérêt justement de proposer de varier les sources parce qu'effectivement, voilà, on a aussi cette conscience écologique de se dire moins j'ai d'emballage et mieux c'est. Euh, donc c'est voilà, c'est d'essayer je pense, d'intégrer le fait que on va avoir des déchets parfois, mais comme on ne consomme
pas que ces aliments-là, l'impact est moindre. Comment déconstruire les peurs avec les produits lyophilisés ou séchés, car diabolisation sur les réseaux de tout ce qui est de près ou de loin transformé. Est-ce que tu veux répondre, Pascal, Ah, Ah, pardon. du coup, j'ai ouvert la Je sais question. pas. Tiens. Comment pouvons-nous déconstruire les peurs avec les produits lyophilisés ou séchés, car il y a une diabolisation importante sur les réseaux de tout ce qui est de près ou de loin transformé. Oui, alors effectivement, moi, je pense que, mais c'est là aussi que la parole des professionnels de santé est intéressante. Il y a maintenant des contenus qui montrent voilà, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et qui dénoncent voilà, ce qui est dit. Et moi, je pense qu'il y a un vrai travail des diététiciens à faire sur, on prend des contenus et on regarde ce qui va et ce qui va pas. Et là, on est très concret, plutôt que de parler un petit peu dans le vide. Voilà. Là, on relève un certain nombre de fake news qui sont données sur les réseaux sociaux. Et puis, on apporte sa propre connaissance et on rassure. Voilà, moi, je pense que on l'évoquait, on est dans un environnement extrêmement anxiogène sur le plan alimentaire. Et donc, voilà, il y a tout ce phénomène de rassurance qu'on peut aussi, enfin, on peut utiliser les réseaux sociaux par rapport à ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment un rôle du diététicien nutritionniste qui doit réconforter par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, clairement. Et voilà, le support pour dénoncer tout ce qui se dit, c'est quand même aussi de choisir ce support réseau social. Pas que, mais ça peut être intéressant puisque c'est évidemment une source d'information qui est très mobilisée, notamment sur les populations jeunes. Justement, en reparlant des réseaux sociaux, quels seraient les critères à donner aux patients pour apprendre à reconnaître des informations de qualité? Alors, d'abord, peut-être le, la qualité des recettes. Voilà, sur le plan nutritionnel. Et là aussi, ça veut dire qu'on a éduqué son patient. On lui a montré ce qui va pas. Aurélie montrait ce qu'était un plat équilibré. Et donc, voilà, avoir cette reconnaissance-là. Voilà. Est-ce que le créateur de contenu ou l'influenceur propose des plats qui ont toujours ce type de composition? Voilà. Ensuite, il y a vraiment aussi ce côté plaisir. Moi, je pense que c'est quand même très intéressant de pas oublier ce plaisir alimentaire qui est mis en scène par l'influenceur et qui donne envie. Voilà, au-delà de la composition de l'assiette, c'est aussi comment l'influenceur exprime ce plaisir alimentaire. Est-ce qu'il a plaisir à faire? Est-ce qu'il a plaisir à montrer? Est-ce qu'il a plaisir à déguster? Voilà, donc ça, à mon avis, c'est un des critères essentiels et on est en train d'essayer de décrypter la manière dont les influenceurs mettent en scène ce fameux plaisir alimentaire. Et puis après, c'est aussi peut-être tout ce répertoire. Voilà, pourquoi est-ce que quelqu'un comme Lulu Kitchen, elle est au top en termes de conseils et de compétences alimentaires? Parce qu'elle n'évacue aucun ingrédient de ses recettes. C'est-à-dire que ce qu'on constate beaucoup, c'est que les influenceurs, souvent, il recommande de manger végétal, donc plus du tout de viande rouge. Il y a quand même cette absence de viande dans les compositions. Et elle est quand même reconnue comme quelqu'un qui va utiliser tout le répertoire alimentaire pour composer des recettes. Voilà, elle n'hésite pas du tout à prendre une côte de bœuf, voilà, et de la cuisiner. Donc, je pense qu'il y a tous ces critères. Et puis, en fait, quand même, j'aurais dû le dire, le premier critère, c'est aussi de voir si la personne qui s'adresse à vous, elle est diplômée. Donc, elle a quand même des connaissances scientifiques
par rapport à ce qu'elle peut dire, et puis distinguer ce créateur de contenu qui va parler de son expérience, son vécu, qui est intéressant, auquel on peut s'identifier, mais voilà, les connaissances scientifiques c'est quand même un critère extrêmement important. Voilà, quand un diététicien prend la parole sur les réseaux sociaux, on peut penser quand même que voilà, on va avoir des informations qui vont être pertinentes. Merci. Et si je peux ajouter quelque chose, je pense que l'échange avec le patient, il est intéressant justement de se dire, ben, finalement, vous, quels influenceurs vous suivez, et puis de voir ensemble, de décortiquer peut-être ensemble justement le contenu pour apprendre à avoir les bons réflexes, et parce qu'on a des influenceurs qui sont pas professionnels de santé, mais qui pour autant vont avoir des recettes assez sympas, donc pourquoi pas. Et donc du coup, de décortiquer tout ça ensemble avec le patient, bah, ça peut être aussi très intéressant. Les injonctions, c'est intéressant de travailler dessus. Moi, ce que j'aime bien, il y a un compte que j'aime bien sur Instagram, c'est Cookie Nut. C'est une femme qui cuisine très bien en faisant semblant finalement de pas savoir cuisiner, hein. Elle va faire des choses, et puis vraiment, elle fait la tête tout le temps, et elle a de plus en plus de succès. Et je trouve que c'est génial aussi parce qu'il y a, à la fois, on dit, bah, il faut prendre du plaisir quand on mange, mais je trouve que ça peut aussi trop se transformer en injonction. Donc c'est aussi, bah, finalement, j'ai fait à manger, bah, voilà ce que ça a donné. Et c'est un contre-coup assez intéressant à observer, je trouve. Mais voilà, d'échanger. Et puis les patients sont une source d'informations extraordinaire. Donc je pense que même si on n'est pas à l'aise avec les codes des réseaux sociaux, moi j'ai pas de compte, mais je suis. C'est intéressant parce qu'on peut orienter vers certains comptes, et puis que le patient nous apporte aussi des données à lui pour échanger autour et voir bah, finalement quels sont les comptes qui sont intéressants. Mm. Pas Et diaboliser en tout cas. oui, ça c'est vrai, je pense, je rejoins Aurélie, c'est une base de travail. On a travaillé avec le CHU de Rouen, au service nutrition, et en fait, voilà, on demandait, mes collègues demandaient aux patients d'apporter les recettes qu'ils avaient prises sur Instagram, voilà, et il y avait vraiment un échange, et, voilà, en fait, ils sont partis ensuite avec un répertoire de recettes qui était validé scientifiquement. Et je trouvais que c'était extrêmement rassurant parce qu'il y a ça aussi, c'est est-ce que je regarde les bons contenus, etc. Et donc, ça peut être vraiment un échange et une discussion à partir des contenus produits sur les réseaux sociaux parce que c'est évidemment extrêmement attractif pour les patients de voir des recettes. Mais par contre, voilà, avoir cette validation des acteurs de santé, ça me semble effectivement un très très bon conseil à donner. Merci. Avant de parler d'une autre question, je rebondis juste sur les questionnaires que vous aviez indiqués, Madame Maison, au tout début, lors de l'une des premières questions. On nous demande la source et les liens. Ils viennent du coup de l'étude de consommation de Nielsen IQ 2024. Voilà, pour ceux qui souhaitaient la référence, je me permets de l'indiquer. Nous avons une question concernant le matériel de cuisson. Il est conseillé d'utiliser l'inox pour les cuissons. Quoi penser du revêtement de l'air fryer? Alors moi, j'ai souvent la question, je l'aime pas trop ce revêtement-là, mais en même temps, le air fryer, il est chez tout le monde. Je résiste encore. Et donc, du coup, j'ai découvert que vous en avez certains qui sont en verre. Mais alors là, c'est un peu la Rolls-Royce en termes de... Enfin, financièrement, c'est quand même quelque chose qui est moins accessible. Donc après, quand vraiment la personne souhaite en acheter un et qu'on voit que ça peut être une aide, c'est vraiment bah, de surveiller le matériel, le matériau et de se dire bah, à partir du moment où il est altéré, bah, c'est comme une poêle en téflon, bah, on jette. Ou on échange, enfin voilà, on prend un matériau de rechange et surtout on fait attention à avoir des ustensiles peut-être en bois pour aller gratter dedans, enlever les aliments et pas altérer le matériau. D'accord. Du coup, lors de la présentation de l'alimentation, on nous demande du coup s'il est obligatoire d'avoir un produit laitier lors de ces préparations.
Les recommandations officielles, hein, c'est pour la population générale de produits laitiers par jour. Ça, c'est la recommandation générale. Et puis après, ben, on va s'adapter à chaque patient, à chaque problématique. Et puis, s'il n'y a pas de consommation de produits laitiers, bah, c'est à nous de travailler là-dessus. Est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire? Est-ce que c'est une raison de santé? Est-ce que c'est des convictions personnelles? Et comment je peux faire des équivalences nutritionnelles pour bah, que mon patient il ait quand même ce qu'il lui faut pour sa santé? Donc, c'est pas forcément obligatoire. Du coup, on a une remarque, mais je pense que tu pourras nous éclairer davantage aussi. On nous fait remarquer que l'environnement compte énormément, avec des phrases dans le sens de «je ne peux pas cuisiner car mes enfants ne s'arrêtent jamais». Et du coup, voir comment impliquer l'autre parent, faire à manger sur d'autres plages horaires, etc. Est-ce que ce sont des sujets ou des questionnements que tu as en consultation? On parle beaucoup, alors surtout avec mes patientes femmes, mais on parle beaucoup de la charge mentale autour du repas. Les enfants en font partie, donc on peut leur proposer des recettes. Comment je fais cuire un enfant au four s'il n'est pas trop gros, mais il paraît que c'est pas politiquement correct, hein, donc on en rigole et puis après on essaye de voir bah, comment je peux associer mon enfant à la préparation du repas. Est-ce que c'est possible ou pas en fonction de son âge, en fonction des éventuels déficits qu'il pourrait avoir aussi, qui nécessitent qu'on a besoin de centrer son attention sur son enfant. Bah, finalement, comment je peux préparer à un autre moment mon repas et n'avoir plus qu'à réchauffer en sa présence. Donc c'est pareil, c'est de l'accompagnement en fait. C'est ça la richesse qu'on peut avoir en consultation, c'est que chaque cas est différent et qu'il faut trouver des outils individualisés et adaptés. Du coup, on nous a demandé également de donner différents noms de contenus professionnels de préférence. On en a vu là quelques-uns qui ne le sont pas forcément, mais qui sont du coup, d'après vos expériences respectives, assez fiables. Est-ce que vous avez d'autres références? Et on nous indique également qu'on ne retrouve pas le compte de Big Deal. Voilà, si vous aviez voilà, d'autres sources pour aider nos collègues. Alors, en fait, quand on parle alimentation saine, équilibrée sur les réseaux sociaux, il faut prendre le hashtag Alfie. Voilà, clairement. Et donc là, vous avez des milliers, voire des millions de comptes, voilà, qui sont proposés. Et parmi ces comptes, en fait, dans le profil des influenceurs, vous avez la notion nutritionniste, diététicien, coach, etc. Voilà. Et donc, vous pouvez déjà commencer à segmenter un petit peu les contenus. Voilà. C'est très compliqué de Mhm. donner des noms de contenus parce que chaque compte peut avoir des choses intéressantes et des choses voilà, qui sont parfois problématiques. Donc, je ne m'avancerai pas à plébisciter un contenu plutôt qu'un autre. Voilà, mais sachez que voilà, sur le hashtag Elfie, vous allez avoir un grand nombre de comptes et là, à mon avis, vous pourrez tout à fait vous être équipé pour savoir quels sont les comptes qu'on peut suivre, qu'on peut recommander aux patients et puis qu'il faut éviter parce que effectivement on est quand même sur des choses des conseils un peu erronés. Voilà. Donc le Big Deal c'est un influenceur. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que on a quand même un effet genre et c'est quand même beaucoup les femmes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux pour parler alimentation, cuisine. Alors, il y a des hommes, mais les hommes, on est plus dans le registre de la performance, de l'activité physique, etc. Et donc, c'est étonnant parce que Big Deal, c'est un des... Ou alors, je l'ai peut-être mal orthographié sur moi. Je vais revérifier. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui considère l'alimentation comme une ressource pour faire du sport, en fait, pour améliorer ses performances sportives. Mais je vais regarder et puis je vous dis ça. J'ai peut-être fait une, une erreur en le redonnant. Et Du après, moi, coup, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer d'aller voir aussi sur les comptes bah, de nos confrères et de nos consoeurs et d'aller regarder par nous-mêmes bah, ce qui nous convient, ce qui nous parle ou pas. Généralement, c'est assez intéressant. Je donnerai un petit clin d'œil peut-être au compte Nutrition Heureuse. Je trouve qu'on a une consoeur qui fait un magnifique travail
sur l'équilibre alimentaire et sur comment je peux très simplement équilibrer mon assiette. Enfin, voilà, un très beau conte. Mais après, voilà, à vous d'aller explorer les réseaux sociaux, n'ayez pas peur. Du coup, bah, merci à vous deux pour cette présentation. Pour conclure, je souligne juste effectivement deux collègues mamans qui confirment aussi que faire participer les enfants, d'une, ça leur fait plaisir et ils adorent ça. Et en plus, bah, ça peut également, pardon, alléger la charge mentale de la préparation, des préparations. D'autres souhaitent aussi des idées, des sites internet pour préparer les goûters. Du coup, comme l'a dit Aurélie, vous avez de nombreuses consoeurs, confrères hein, d'ailleurs, qui proposent sur leur réseau des références. Donc, n'hésitez pas à, à vous connecter. Du coup, je rappelle également que ce webinaire a été enregistré, que vous y retrouverez à la fois les présentations et les échanges de questions. Et lors du mail de ce replay, nous vous enverrons également les références pour les questionnaires et pour les sources citées. Donc, je vous souhaite à tous et toutes une agréable après-midi et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.